Bonjour, je suis ravi tout d'abord de participer à cette série d'entretiens. Je m'appelle François-Xavier Guéry, je suis actuellement ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc ATER d'espagnol à l'université Bretagne Sud, à Lorient, donc dans le Morbihan. Mes recherches dans le champ de la littérature espagnole portent sur la Célestine, alors que je ne me présente pas, et sur sa descendance littéraire, et plus précisément sur ses œuvres espagnoles du XVIe siècle qui continuent la Célestine. On a toute une série de continuations dans la première moitié du XVIe siècle, donc je travaille sur ce corpus, et je travaille également sur l'érotisme dans la littérature espagnole classique, et notamment donc dans la veine célestinesque. J'ai soutenu une thèse donc, très récemment, donc en décembre 2020, à Sorbonne Université, une thèse sous la direction du professeur Mercedes Blanco, donc une thèse intitulée Una cámara apartada que nadie nos vea, l'érotisme dans le cycle célestinesque. Alors cette citation en espagnol est tirée de l'une des œuvres de l'ensemble célestinesque sur lequel j'ai fait ma thèse. Du coup, là, je suis curieuse et je vais commencer par cette question de savoir d'où vous vient ce goût pour la Célestine. Alors, ça a été un long cheminement. En fait, je suis venu à l'espagnol par les mots, par le lexique en classe préparatoire. J'avais un goût pour les mots, pour les curiosités lexicales, pardon, pour la mémorisation des mots rares. Et c'est ce qui m'a porté en fait vers la littérature espagnole classique en classe préparatoire. J'avais l'impression de découvrir un nouveau continent, oui, mais surtout un nouveau vocabulaire. Et je ne sais trop pourquoi, mais je noircissais des carnets entiers de vocabulaire. Et c'est ce qui m'a porté vers d'abord la littérature picaresque. J'ai consacré mon mémoire de Master 2 au Guzmán de Alfarache, et toujours fasciné, attiré par ce vocabulaire donc, dont regorgeait le Guzmán, et un vocabulaire vraiment relatif à des réalités très prosaïques, la nourriture, les objets, les vêtements qui m'attiraient. Donc je voulais vraiment que les mots soient au centre de ma thèse, ça d'une part. Et d'autre part, j'avais un goût depuis toujours pour, disons, les cycles romanesques, disons, les bouquins interminables. Et c'est à l'occasion de la lecture du Guzmán de Alfarache que j'ai découvert toute la littérature sérielle du siècle d'or. En fait, l'ancêtre, si vous voulez, des séries telles qu'on les connaît aujourd'hui, les spin-offs, les reboots qui font le succès de Netflix, enfin, je ne sais pas si on peut donner de marque, mais des plateformes que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, j'ai découvert ce phénomène de la littérature sérielle, mais au XVIe, XVIIe siècle. Donc, on parle des continuations du Guzmán, du Lazarillo, du Quichotte évidemment, et de la Célestine. Et donc j'ai découvert qu'il y avait 6 continuations de la Célestine, alors qui s'égrènent dans la première moitié du XVIe siècle, entre 1534 et les années 1560. Et donc ce sont des œuvres vraiment qui prolongent l'intrigue. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que le premier continuateur, Feliciano de Silva, exhume littéralement le personnage de Célestina, qui est morte dans l'œuvre originelle, puisqu'elle a été criblée de coups d'épée. Et par une sorte de passe-passe, il nous dit qu'en fait, elle n'est pas morte, ou elle n'est pas si morte qu'on pouvait le penser. Et donc, il lui réserve de nouvelles aventures. Et donc, ainsi de suite, il y a une troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième Célestine. Donc, en fait, et en lisant dans ces œuvres, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un réservoir lexical érotique qui n'avait pas été exploré. Il y a vraiment des mots qui m'ont sauté aux yeux, et des mots dont on pouvait deviner l'acception érotique, mais on pouvait simplement la deviner, la subodorer, mais il n'y avait pas d'études sur cet aspect-là. Et donc, voilà, j'ai fait une sorte de pierre de coups, si je peux dire. J'ai travaillé sur une sorte de saga littéraire, ce qui m'attirait, et sur le lexique érotique en particulier. Et il y a une autre chose très importante pour moi, je voulais travailler sur des textes, ou j'aimais l'idée de travailler sur des textes qui avaient été déconsidérés par la critique pour le simple fait que ce sont des continuations, et donc qui étaient jugés inférieurs à leur modèle. Donc il y avait quelque chose presque de militant à travailler sur des textes qui avaient été déconsidérés, marginalisés à double titre, en raison de leur indécence supposée, d'une part, et parce que ce sont des épigones en fait, et pas des auteurs dignes. Alors évidemment, faire une thèse sur l'érotisme dans un corpus de continuation en 2020, ça n'a rien de très audacieux, ça n'a rien de scandaleux, mais quand même, je ne suis pas sûr que toutes les résistances soient totalement levées.
Donc voilà, c'est un peu le cheminement qui m'a mené à ce sujet. Et alors du coup, dans cette thèse, qu'est-ce que vous avez démontré? Les déclinaisons, les convergences, en gros, c'est quoi la thèse de votre thèse? Alors, j'avais quand même vraiment dans l'idée de faire une thèse sur la Célestine. Donc, évidemment, la Célestine est omniprésente, c'est une sorte d'ombre qui plane au-dessus de ma thèse, mais je voulais vraiment ne pas faire l'énième thèse sur la Célestine, je voulais vraiment faire une thèse sur la Célestinesque. Donc, je voulais déjà vraiment montrer que ces textes valaient la peine d'être lus. Ce n'était pas une entreprise de réhabilitation, mais quand même, il y avait cette idée derrière. Alors, ce que j'ai voulu d'abord mettre au jour, c'est toute cette matière érotique célestinesque et tout ce réservoir lexical. Très concrètement, ma thèse consiste, pour une bonne part, en la constitution d'un glossaire. Donc, j'ai constitué un glossaire, un dictionnaire de près de 1000 termes, il y a plus de 4000 occurrences, donc que j'ai épinglé patiemment à la main. C'est une sorte de dictionnaire d'une 60aine de pages qui en fait répertorie, référence, recense tous les termes ou les expressions érotiques. Donc ça a été un travail de longue haleine. Et donc, toute la première partie de ma thèse est une présentation raisonnée, ordonnée de ce matériel lexical, avec une attention particulière portée sur les métaphores érotiques et les réseaux métaphoriques érotiques. Et dans un deuxième temps, une fois que j'avais fait ce travail, c'est vraiment la matière première, je me suis intéressé à un degré supérieur d'élaboration de l'érotisme, à savoir la scène érotique. Et donc, j'ai travaillé sur la scène érotique, sur ses caractéristiques formelles, thématiques, et j'ai voulu montrer que cette scène érotique, en fait, échappait à toute définition. On avait en fait une scène érotique qui était morcelée, qui s'étirait d'une continuation à l'autre, donc une sorte de fragmentation, avec tout ce que ça suppose d'effets d'attente, de déflation dramatique, une sorte de plaisir qui était sans cesse différé. Et donc, j'ai voulu montrer que cette fragmentation, en fait, ne ralentissait pas la trame, parce que c'était l'une des critiques que l'on avait émises pour ce corpus. Et moi, j'ai voulu montrer que cette fragmentation en fait, de la scène érotique ne ralentissait pas la trame, mais au contraire constituait la trame elle-même. Et donc, en fait, il ne fallait pas lire ces œuvres à l'aune du principe d'unité d'action aristotélicien, en gros. Et j'ai systématiquement comparé ces scènes érotiques avec d'autres manifestations littéraires, en particulier italiennes et françaises, disons de la Renaissance au sens très large, donc de Boccace, l'Arétin, jusque même la littérature française libertine du XVIIIe siècle. Il y a vraiment une dimension comparatiste dans cette thèse, voilà, une dimension à laquelle je tiens particulièrement. Et dans un dernier temps, je me suis intéressé à la réception de toute cette matière érotique célestinesque. Donc d'abord, disons, différents niveaux de réception. Les paratextes, j'ai essayé de reconstruire les conditions de représentation de ces œuvres. Alors je dis représentation, alors qu'en fait, ce sont des œuvres qui sont destinées, qui ont vocation à être lues à haute voix, et non pas à être jouées sur les planches, comme la Célestine en fait. Donc j'ai essayé de reconstituer un peu les conditions de lecture à haute voix de ces œuvres, qui évidemment induit des modalités de démonstration de l'érotisme tout à fait particulières. Et je me suis aussi intéressée à la réception intradiégétique, c'est-à-dire comment les personnages eux-mêmes réagissaient à ces scènes érotiques. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question en une phrase, qu'est-ce que j'ai voulu montrer dans cette thèse? J'ai voulu montrer que ces textes mettaient en œuvre une pensée vivante de l'érotisme. Alors, vivant, ça peut sembler un mot creux, mais pourquoi vivant? Parce qu'en fait, on a un lexique qui est très traditionnel, tout à fait traditionnel, mais qui est resémantisé, qui est renouvelé. Parce qu'on a des métaphores qui sont parfaitement contextualisées, d'une part. Également, on a un lexique érotique extrêmement varié. Varié parce qu'en fait, il varie justement au gré des interlocuteurs et des personnages et des dynamiques conversationnelles. Donc, il y a une sorte de dimension dialogique qui, moi, me semblait tout à fait inédite dans la littérature espagnole de l'époque. Et enfin, j'ai voulu montrer que, comme je l'ai dit, on a des personnages qui sont à la fois acteurs et spectateurs des plaisirs charnels ou des scènes érotiques qui se montent et qui se démontent au sein même des textes. Et donc, on a l'impression d'avoir des textes qui incluent d'une certaine façon leur propre réception. Et donc, voilà, ça me semblait quelque chose de très intéressant, d'érotisme vivant. Et alors, ces textes, à part toutes les pages, les 60 pages que vous avez consacrées à la constitution d'un corpus lexical,
Euh, Après, vous les avez traités dans une périodisation ou depuis une périodisation, ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes intéressé justement à des classifications depuis des scénographies amoureuses ou des convergences lexicales? Enfin, quel a été votre... Parce que j'imagine que vous n'avez pas traité une par une, passivement, etc. Vous avez fait des points de rencontre. Alors, c'était quoi les critères des points de rencontre? Alors vraiment, les bornes chronologiques, c'était vraiment celle des continuations. Donc, la première continuation célestinesque en 1534, et la dernière, la date n'est pas approximative, mais 1560, 1565. Donc ça, c'était vraiment les bornes chronologiques. Effectivement, je ne les ai pas envisagées l'une après l'autre, je les ai considérées dans leur ensemble. Disons que la dynamique de ma thèse, ça a vraiment été de partir de l'unité minimale, donc le mot érotique, et ensuite de construire la thèse par degré d'élaboration de l'érotisme. Donc d'abord le mot, ensuite la métaphore érotique et les réseaux. Donc par exemple, j'ai analysé de façon transversale sous les 7 œuvres. J'ai toujours intégré la Célestine, donc les 7 œuvres ou les 8 œuvres si on intègre la Célestine. Donc les réseaux métaphoriques qui étaient donc transversaux. Donc je sais pas moi, les réseaux métaphoriques relatifs à l'alimentation, aux vêtements, aux métaphores tirées du champ militaire. Voilà. Ensuite, j'ai analysé, donc, comme j'ai dit, la scène, aussi bien les aspects vraiment thématiques, donc c'est-à-dire est-ce qu'on a des sortes d'agencements qu'on retrouve ou des sortes de dispositifs qu'on retrouve, des dispositifs de voyeurisme, l'importance de l'ouïe dans ce type de scène, des personnages qui sont à la fois acteurs et spectateurs, voilà, des sortes de configurations qu'on retrouve dans cette littérature, mais de façon générale dans la littérature érotique universelle, parce que finalement il y a un catalogue de scènes assez réduit, et donc c'est toujours une sorte de variation en fait autour d'un même sujet. Ensuite, je me suis intéressé après la scène au discours érotique et enfin à la réception. Et donc c'était vraiment l'idée donc du mot au discours et de la genèse chez Rojas, donc de la genèse très accidentée de la Célestine, jusqu'à sa réception, Voilà. Et dans les 7 ou 8 références considérées, vous voyez des dialogues intertextuels, transtextuels entre toutes, ou c'est une modélique et toutes les autres se réfèrent à celle-ci, ou est-ce qu'il y a un dialogue entre le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment un maillage ou c'est simplement de texte A à texte B, point? Alors, c'est vraiment un maillage, il y a vraiment des œuvres et des continuateurs qui entrent en dialogue. C'est-à-dire vraiment, on peut montrer sans aucun problème que du premier au sixième continuateur, chaque continuateur lit évidemment la Célestine, mais lit son prédécesseur. Ça se fait d'abord dans les paratextes, où souvent les continuateurs mentionnent l'œuvre de ceux qui les ont précédés. Ça se fait, et c'est peut-être plus intéressant, même dans la diégèse même, où certains personnages viennent finalement contester ou contredire les apports d'un continuateur précédent, un peu comme dans le Quichotte, sauf que c'est des textes qui évidemment ont un siècle avant. Hein. Par exemple, je pense que c'est l'exemple le plus connu pour ce corpus, le troisième continuateur, c'est-à-dire la quatrième Célestine, s'appelle Quarta Celestina, donc le troisième continuateur, contredit de façon très virulente les apports des deux continuateurs précédents, en expliquant que la Célestine qui est sur le devant de la scène dans ces deux premières continuations est une usurpatrice, c'est le mot qui est employé, est une usurpatrice, que ses aventures, bref, que ce n'est pas la Célestine qu'on a connue chez Rojas, et que lui, en revanche, va nous raconter les aventures, non pas de Célestina, puisqu'elle est morte, il ne revient pas sur cette version-là, mais il va utiliser le personnage d'Elicia, qui est l'une des disciples, la disciple, disons, de Célestine, chez Rojas, et il va reprendre le personnage d'Elicia, alors qui a vieilli, qui est une sorte de personnage décrépit, et il va lui donner des aventures. Donc voilà, et c'est vraiment, on retrouve cette dynamique jusqu'à la dernière continuation. Alors évidemment, plus les continuations s'égrènent, plus on s'éloigne du modèle de la Célestine, puisqu'il y a des nouveaux apports, il y a d'autres genres qui s'amalgament en fait dans ces œuvres qui ne sont pas des fourre-tout, hein, mais qui quand même accueillent de plus en plus de contenus hétéroclites. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, effectivement, ce dialogue, ce maillage entre les continuateurs est tout à fait certain et on peut le montrer très bien.
Bon, j'imagine qu'au-delà du bornage que vous avez fixé dans votre thèse pour des questions sans doute aussi pratiques, vous avez aperçu, si ce n'est des continuations, du moins des déclinaisons. Je suppose que le concept cher à David Alvarez de transfictionnalité vous parle. Donc, y a-t-il des Célestines du 19e, du 20e, du 21e siècle ou des formes d'eux et vous y intéressez-vous et le cas échéant, à quoi elles servent dans la littérature? Est-ce que c'est des clins d'œil? Est-ce que c'est établir un dialogue vraiment avec le texte souche pour réfléchir à la mise en écriture du monde? Enfin, qu'en est-il? Alors, je vais être honnête, hein, moi j'ai vraiment fait une thèse de littérature classique, donc ça dépasse les bornes chronologiques de mon corpus. Bon, je me suis quand même intéressé, disons, à la descendance littéraire au long cours de la Célestine. Je dois quand même être honnête, la spécialiste de ça, c'est Jérôme François, qui a écrit un beau livre qui est paru là il y a 1 ou 2 mois, justement sur la Célestine comme un mythe littéraire contemporain. Mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que le personnage de Célestina est souvent effectivement extrait, je dis bien extrait de l'œuvre de Rojas, et justement resémantisé et mis dans des contextes tout à fait différents. Il y a par exemple une trilogie policière au XXIe siècle, d'un auteur dont le nom m'échappe là tout d'un coup. Mais en tout cas, l'idée de prendre le personnage de Célestine et finalement de la mettre, de la situer dans des contextes tout à fait différents. Donc un roman policier, ou par exemple, justement, parce qu'il y a un colloque qui se prépare en octobre sur ce concept de transfictionnalité, et donc je travaille un peu sur ça en ce moment, et j'ai découvert hier que dans ce phénomène de la fanfiction, qui est très, très important, très, très, très profus, on a des gens qui ont écrit des histoires où ils prennent le personnage de Célestina qui rencontre Harry Potter, par exemple. Des choses comme ça, vraiment des sortes de crossover tout à fait improbables et très, très drôles en fait. Alors après, quel est le but ou est-ce que ça nous dit vraiment des choses sur l'œuvre de Rojas? Probablement, je n'ai pas de réponse définitive, sinon vous dire, mais des choses évidentes qu'évidemment, c'est une œuvre tellement riche. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une œuvre qui laisse des interstices, l'œuvre de Rojas. Je veux dire, il y a des sortes d'interstices, et finalement, chaque époque, chaque lecteur, chaque continuateur, si je parle de mon corpus à moi, finalement, vient assez facilement s'insérer dans ces interstices, dans ces dimensions interstitielles de la Célestine, ou finalement dans ces lacunes qu'on peut combler. Il y a tout un tas de personnages qui sont des sortes d'ectoplasmes sans consistance chez Rojas, ou qui n'apparaissent juste au détour d'une ligne. Je pense à ce personnage de Crito, que l'on cache rapidement dans un placard à balai comme une sorte de dimension vaudevillesque avant l'heure. Et c'est un personnage qui apparaît dans une réplique. Et par exemple, mes continuateurs, si j'ose dire, reprennent ce personnage et le développent, développent les potentialités du texte. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a tout un tas de potentialités, de virtualité du texte, et que chaque époque peut le relire. Alors après, voilà, ma réponse n'est pas très complète, et je ne suis pas spécialiste du 19e, 20e siècle, mais effectivement, il y a tout un tas de réécritures. Et une dernière chose que j'aimerais travailler, alors c'est vraiment un peu le grand écart, mais j'ai vu qu'il y avait également une telenovela vénézuélienne, donc en 2016 ou 2017. Alors j'ai vu que quelques épisodes, j'ai pas encore eu l'occasion de tout voir. Les telenovelas sont très très grandes, enfin très longues, il y a beaucoup d'épisodes. Mais la trame de base s'inspire de la Célestine. Voilà, c'est une sorte de Célestine à la sauce telenovela. Voilà, donc il y a vraiment des recréations tout à fait improbables ou inattendues. Donc il y a de la matière. Bon, et alors, à quand une version de la Célestine de François-Xavier Guéry sous la forme de microcuento ou que sais-je, une petite pièce de théâtre? C'est pas, j'y ai pas pensé, mais effectivement, pourquoi pas, pourquoi pas. Une parodie sous forme de doctorat improbable avec une Célestine à l'intérieur comme président du jury ou voilà. C'est ça. Il faudrait croiser effectivement le milieu universitaire et la Célestine, ce qui pourrait marcher puisque Rojas était lui-même un universitaire, si on peut dire. Effectivement, on pourrait faire une sorte de crossover ou de mélange improbable, mais je vais y réfléchir. Voilà, réfléchissez-y, puis quand c'est prêt, vous envoyez, je lirai ça avec beaucoup d'amusement. Très bien. Bien. Alors, en dehors de votre directrice de thèse, Mercedes Blanco, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important pour vous dans le choix de ce sujet, dans la formulation du sujet, dans la conception du plan ou dans l'écriture dont vous voudriez nous parler aujourd'hui? Alors, vraiment en dehors de la directive de thèse, parce que j'insiste, moi, elle a été vraiment une présence très importante
une directrice très, très disponible, très, très attentive, qui relisait de façon très, très précise par le menu tout ce que je pouvais écrire, au-delà de Mercedes Blanco. D'ailleurs, ce que je peux dire avant de citer des noms, c'est que, et c'est peut-être un peu convenu de le dire, mais c'est que, évidemment, une thèse, ce sont des rencontres. Et je me suis rendu compte que c'est souvent les rencontres apparemment les plus anodines, ou en tout cas les plus informelles, c'est-à-dire les rencontres qui ne se font pas forcément lors des rencontres scientifiques, lors des colloques ou des journées d'études, qui, moi, ont laissé le plus de traces. Je voudrais quand même citer Roland Béard et Hélène Tchélin-Pardo, pour une raison simple, c'est qu'ils formaient en fait le comité de suivi de ma thèse, qui est cette espèce de réunion qui ponctue le parcours d'un thésard. Alors c'était, oui, un comité, donc c'était codifié, si j'ose dire, mais les discussions qu'on a pu avoir à la fin du comité m'ont été très, très, très utiles, en particulier je vais être très précise, sur la prise en compte du contexte historique de mes œuvres. C'est une chose que j'avais tendance un peu à évacuer parce que je voulais vraiment faire une thèse. J'avais vraiment une approche très littéraire, disons, très sémantique même, et j'avais tendance, à tort, à évacuer un peu le contexte historique de mes œuvres. Donc voilà, Hélène Tchélin-Pardo en particulier a insisté là-dessus, elle avait tout à fait raison. Une autre personne que je dois citer, et je la remercie également du coup ce matin, et vous l'avez mentionné, c'est David Alvarez, qui d'ailleurs s'est prêté à l'exercice de cet entretien, avec qui j'étais en contact tout au long de la thèse, qui m'a d'ailleurs invité à 2 rencontres scientifiques, parce que lui a travaillé sur les continuations du Quichotte, notamment, pas que, mais notamment, et donc on a eu des échanges vraiment très, très intéressants par téléphone, par mail ou de visu. Bon, bref, c'était vraiment une personne importante dans cette thèse. Et sinon, je dois dire que finalement, c'est mes compagnons de galère, ou de fortune, d'infortune, les autres doctorants, qui ont été une présence amicale et scientifique très importante, vraiment. Alors vraiment autour d'un café ou dans un contexte qui dépasse le cadre strict de l'université. J'ai vraiment eu des échanges très, très importants avec mes camarades, et ça m'a vraiment fait avancer. Voilà. Bon, j'imagine que comme tout doctorant, vous avez rencontré des difficultés pendant ce parcours. De quelle nature étaient-elles? Alors liées aux spécificités de votre sujet ou pas, et les éventuelles solutions que vous avez trouvées pour les résoudre. Alors, des difficultés, oui, beaucoup, et c'est encore très frais dans ma mémoire. Parce que vraiment, j'insiste, j'ai soutenu la thèse il y a moins de 2 mois, donc c'est très frais. La première difficulté, elle n'est pas inhérente à la réalisation d'une thèse, mais c'est vraiment la difficulté qu'il y a à jongler entre, d'une part, la thèse et les cours. Et souvent des cours qui n'ont pas grand-chose à voir avec mon sujet de thèse. D'autant que j'ai changé 3 fois d'université, que j'ai été à terre et j'ai eu un contrat doctoral à Sorbonne Université. Ensuite, j'étais à Aix-en-Provence et ensuite, aujourd'hui, en Bretagne. Et donc, c'est très exaltant, ça a quelque chose d'excitant de changer d'université, mais ça implique tout un tas de contingences matérielles, des déménagements, il faut se réacclimater à une équipe, à chaque fois les cours changent du tout au tout. Bon, bref, ça n'a pas toujours été simple de jongler entre la charge d'enseignement et la thèse. Bon, ça c'est commun probablement à tous ceux qui enseignent en parallèle. Également, autre chose dont on ne parle pas toujours, c'est la participation à des rencontres scientifiques ou l'écriture d'articles. C'est une sorte d'exercice à double tranchant. C'est qu'on a envie effectivement de connaître, d'apprendre à connaître ce milieu universitaire, on a envie de rencontrer d'autres universitaires, on a envie de se former, on a envie de présenter les premiers résultats de sa recherche, et c'est bien normal. Et en même temps, ça détourne de la thèse. Je dis des choses très évidentes, mais disons que c'est un équilibre dur à trouver. Il faut doser, et ce n'est pas évident. Il y a parfois des injonctions un peu contradictoires. Voilà, donc ça, c'était les 2 difficultés qui ne sont pas vraiment liées à la thèse. Pour ce qui est de la thèse, moi, ce qui a été dur pour moi, vraiment, ça a été d'apprendre à gérer l'espèce d'angoisse en fait, que l'on ressent face à l'ampleur de la tâche, face au travail qui est à abattre, finalement, en un temps relativement court, et l'impression de ne pas savoir, et moi vraiment de la première à la 5e année, l'impression de ne pas savoir par quel bout prendre
prendre la chose. Alors ça a été amplifié probablement par le fait que j'ai voulu tout mettre dans cette thèse, c'est-à-dire j'ai voulu étudier toutes les facettes de l'érotisme. Donc, aussi bien le mot, la scène que la réception. Et donc évidemment, c'était difficile de jongler, encore une fois, entre toutes ces facettes. Également l'impression que la bibliographie était sans fin, parce que ma thèse porte sur la Célestinesque, mais évidemment la Célestine, comme je l'ai dit, était présente. Et on ne fait pas le tour de la Célestine, et on ne fait pas le tour de la bibliographie pléthorique sur la Célestine, ni en 3 ans, ni en 5 ans, ni probablement même pas en 20 ans. Et donc j'avais vraiment l'impression de marcher sur des œufs, et je voulais absolument tout vérifier. Ça n'aurait pas été le cas si j'avais travaillé sur un autre auteur probablement moins connu ou sur des œuvres moins étudiées. Mais là, comme je savais que tous les aspects, le moindre aspect de la Célestine avait été commenté, il y avait une exégèse parfois même dense, et du coup, je voulais vraiment tout lire. Évidemment, ce n'est pas faisable, donc c'était compliqué. Et une dernière chose qui a été très difficile, mais ça rejoint ce que je viens de dire, c'est vraiment l'impression qu'il n'y a pas de route toute tracée, qu'il n'y a pas de chemin avec des étapes très claires. C'est-à-dire, et je vais être très concret, c'est peut-être pas intéressant, mais je vais être concret parce que quand on est doctorant, il y a vraiment des choses très concrètes à prendre en considération. C'est que je m'assieds le matin sur ma chaise, j'étais assez constant, à une époque j'arrivais vraiment à la bibliothèque à l'ouverture tous les jours, et je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je lis? Est-ce que j'écris? Voilà, si je lis, est-ce que je dois prendre des notes? Mais si je prends des notes, ça va me prendre un temps fou. Et si je ne prends pas de notes, je ne m'en rappellerai pas. Enfin, voilà, des questions vraiment très concrètes, mais qui ont été au cœur de ce travail. Et donc, en fait, vraiment l'impression qu'il faut... c'est-à-dire qu'on apprend à faire une thèse au moment même où on l'a fait. Évidemment, c'est le cas de beaucoup de choses dans la vie, mais il y a vraiment eu cette impression-là et qu'il faut trouver sa méthode, en fait, chemin faisant. Donc, c'est pas évident. Voilà. Bon, alors, venons-en à la soutenance récente. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les membres de votre jury? Alors, donc, faisait partie de ce jury, donc ma directrice de thèse, Mercedes Blanco, donc, qui est professeure à Sorbonne Université et spécialiste de la littérature du siècle d'or, de Góngora en particulier. Hélène Thiolin-Pardo, qui est également professeure à Sorbonne Université, qui est également présidente du jury, donc qui est spécialiste de civilisation, littérature du Moyen-Âge, en particulier les manuels de confesseurs, la correspondance féminine. Également Patrizia Botta, qui est professeure à la Sapienza de Rome et qui est spécialiste, qui connaît très bien la Célestine, en particulier sa genèse accidentée, les sources et l'exotique. Également Madame Marina Mestre Saragossa, donc, qui est professeure à l'université Lyon 3, qui est spécialiste de philosophie espagnole, de la pensée, de la poétique au XVIe siècle. Il y avait également Ana Vian Herrero, qui est professeure à la Complutense de Madrid, qui elle est spécialiste de la Célestinesque. Et enfin, Nelly Labert, qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. C'était un peu un clin d'œil aussi parce que moi je viens de Bordeaux, c'était rigolo de retrouver un professeur et une enseignante qui venait de Bordeaux et qui elle est médiéviste, spécialiste de la littérature française, en particulier elle interroge beaucoup la norme sexuelle, le genre et l'obscène. Donc c'était un jury composé de 6 femmes, un jury équilibré, puisqu'on avait à la fois des spécialistes de la Célestine et de la Célestinesque, des spécialistes de la période classique et du Moyen-Âge, donc ce qui convenait très bien, puisque la Célestine, évidemment, tient à la fois du Moyen-Âge et de la première modernité. Et c'était également un jury entre France, Italie et Espagne, et ça convenait aussi très bien, puisque vraiment, j'ai voulu faire une thèse qui ne soit pas, comment dit-on, hispano-espagnol, espagnol-espagnol. Vraiment, il y a cette approche comparatiste tout au long de la thèse, et en particulier la littérature italienne est très présente. Donc voilà, c'était un beau jury. Alors, la soutenance était atypique, puisqu'elle s'est faite par des biais virtuels, en raison de la crise sanitaire et de la Covid. Je dois dire que je regrette un peu de ne pas avoir eu, comment dire, comme une sorte cette espèce de grand-messe ou de cérémonie laïque, non, qui vient clore en fait un parcours au long cours. C'était une soutenance qui était peut-être un peu moins cérémoniale, un peu moins solennelle que d'autres soutenances. Et d'un autre côté, c'était pas plus mal parce que j'étais stressée, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'étais plus inquiet pour les éventuels problèmes de connexion, de dysfonctionnement de la plateforme qui nous accueillait, que des questions ou des remarques. Alors je blague, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, l'enjeu véritable de la soutenance
soutenance est passé un peu à la trappe parce qu'il y avait ces modalités très, très singulières. Pour ce qui est de la soutenance, je dois dire que j'ai été, alors non pas surpris, hein, mais heureux parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des membres qui avaient lu dans le détail, et j'insiste vraiment dans le détail, la thèse. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un vrai dialogue et des vrais retours. C'est même assez parfois amusant, où c'est vraiment un exercice d'humilité, où je me suis parfois senti vraiment tout petit parce que parfois un des membres du jury en une phrase disait des choses que je n'avais pas su dire en 500 pages ou tirer les conclusions de ma propre thèse, mieux que moi en fait. Donc c'est vraiment un bel exercice oui, d'humilité. Et, voilà. Et parfois il y a aussi quand même cette impression d'être un peu, comment dire ça, sur un ring de boxe. Mais pas parce qu'on prend des coups, mais parce qu'il y a une sorte de fébrilité qui fait, en tout cas pour moi, que je n'ai pas pu oublier qu'il s'agissait d'un exercice universitaire qui est long, très long, ça dure 4 à 5 heures, assez éprouvant, même physiquement. Voilà. Mais en tout cas, je m'étais fait tout un monde de la soutenance, comme tous les doctorants, et ça s'est très bien passé. Et les membres du jury ont été très bienveillants à mon endroit. Et voilà, c'était un bon souvenir. Un souvenir très récent, mais un bon souvenir. C'est ce que j'allais dire. Donc, pour l'instant, à 2 mois de la soutenance, vous en gardez un bon souvenir. Tout à fait. Bon, et alors, dans quelle mesure l'enseignant et le chercheur que vous êtes ont été façonnés, alors là, je vais dire par tout le processus d'écriture de cette thèse, puisque vous l'avez dit vous-même, vous avez enseigné dans 3 établissements différents, donc à 3 moments différents de la réalisation de la thèse, le début, le milieu dans une autre université, et finalement en Bretagne. Donc, alors j'imagine que vous ne faites pas cours, enfin pas régulièrement cours sur la Célestine. Donc, alors, comment vous enseignez le Moyen-Âge, le siècle d'or? Vous parlez de votre thèse aux étudiants, comment ça a une influence? Alors j'ai quand même pu faire des ponts assez souvent entre mon sujet de thèse et les cours, malgré ce que je viens de dire, notamment dans les cours de version classique, où j'ai assuré 3 ou 4 cours de version classique et j'ai eu l'occasion de traduire certains passages de la Célestine et même d'une continuation. C'était intéressant parce que c'était vraiment des textes totalement inconnus pour les étudiants, donc c'était assez intéressant. J'ai aussi eu la chance de donner un cours sur la Célestine, un cours magistral, donc où et vraiment sur même la descendance littéraire. Donc j'ai vraiment pu me faire plaisir et verser directement les recherches de ma thèse dans ce cours-là. Sinon, c'est vrai que oui, j'ai pas vraiment eu l'occasion de parler de la Célestine ou de mes recherches dans mes cours. Mais sinon, le fait d'avoir fait une thèse, est-ce que ça vous a façonné en tant qu'enseignant sur les méthodologies, ou est-ce qu'il y a vraiment une scission, vu le contenu de vos cours, le contenu de votre thèse? Il y a le François-Xavier prof, le François-Xavier chercheur, et puis de temps en temps, il se passe un coup de fil pour échanger, quoi. Alors, je dois dire que oui, c'est une chose que je regrette un peu. Je ne pense pas que ça soit propre à mon sujet. C'est vrai qu'il y a souvent une sorte de scission entre la recherche et l'enseignement. Il y a parfois un peu le regret, et j'imagine que c'est une chose que vous avez parfois dû ressentir, et tous ceux qui ont enseigné à l'université. Il y a parfois comme 2 mondes hermétiques. J'exagère un peu, mais c'est difficile souvent, en tout cas, de faire des ponts entre ces 2 casquettes-là, en fait, qu'on porte successivement entre l'enseignant et le chercheur. Quand même, pour ce qui est évidemment, de faire une thèse, ça aide à donner des cours. Il y a des choses, encore une fois, très concrètes. Je suis un peu concret ce matin, mais le fait que, là, quand on fait une thèse, on le sait, on apprend parfois, disons, à se faire une idée assez rapide sur un concept, sur une notion qui n'est pas forcément centrale dans notre thèse, mais dont on a besoin pour une sous-partie, pour un paragraphe qui de façon un peu incidente ou ponctuelle. Donc, on apprend à se faire une sorte de culture pâte-au-maigre sur un auteur, sur un courant, sur quelque chose dont on a besoin juste pour un élément ponctuel de la thèse. Et c'est vrai qu'en tant qu'ater, j'ai donné des cours de civilisation, d'histoire de l'art, aussi bien du 20e, du 21e, du 19e, classique que du Moyen-Âge, d'histoire de l'art, vraiment donc des cours assez hétéroclites. Et donc, c'est vrai que en faisant une thèse, on acquiert des sortes d'automatismes, si j'ose dire, et ça a été très utile pour donner ces cours. Ou simplement le fait d'avoir une thèse qui est quand même assez interdisciplinaire, c'est une thèse de littérature, mais avec un versant sémantique très important, et je m'essaye à quelques analyses historiques. Voilà, cette interdisciplinarité, ça a été assez bénéfique pour les cours. Voilà.
Voilà ce que je pourrais dire. C'est pas très précis, mais pour l'instant, c'est avec le peu de recul que j'ai, c'est ce que je dirais. Oui, alors depuis la soutenance, est-ce que la thèse est restée fermée et puis bah, vous vous dites, oh là là, j'en peux plus, je n'ouvre plus cette chose pendant quelques siècles? Ou alors est-ce que déjà vous êtes allé l'attraper dans l'étagère pour regarder? Avez-vous relu votre thèse? Alors, est-ce que j'ai relu ma thèse? Non. En 2 mois, j'ai pas eu l'occasion, et pour tout dire, j'ai pas eu l'envie de la relire. Et il faut dire que je la connais encore par cœur. Quand je l'ai beaucoup relue avant la soutenance, au moins 2 ou 3 fois. Et donc, bon, je la connais encore par cœur, donc il faudra peut-être attendre que les choses se décantent. Euh, En revanche, je sais que je vais la reprendre assez rapidement parce que j'aimerais en faire quelque chose. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais j'aimerais en faire quelque chose. Une publication ou plusieurs publications ou un article. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais en faire quelque chose, donc je vais la relire. Mais en tout cas, l'objet thèse est encore présent. Il est encore sur mon bureau, je ne l'ai pas rouvert, mais l'objet est encore présent physiquement. Et même dans ma tête. C'est un peu curieux, mais j'y pense encore et je cogite encore, parfois même la nuit, j'y repense, c'est un peu curieux. Voilà. Donc, oui, Et c'est alors, un objet. comme vous avez soutenu récemment, du coup, je vais vous poser la fameuse question parce que moi, ça fait partie des choses que j'ai oubliées. Est-ce que vous avez l'espèce de petit blues postpartum en vous disant, ou alors des oubliés que vous avez soutenus, en vous disant, oh là 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 là, non, je ne vais pas pouvoir aller là parce qu'il faut que je fasse ma thèse. Ah mais non, idiot, je l'ai soutenu. Alors, non, aucun blues postpartum, je dois être honnête, non, c'est un soulagement énorme, 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 énorme. J'ai tellement eu l'impression que j'arriverais, mais je pense que je ne suis pas le seul à ne jamais finir cette thèse. Ça me semblait tellement une sorte de travail oui, impossible à mener à bien que non, non, il n'y a aucun blues, aucune nostalgie, vraiment, il faut être honnête. Il y a un énorme soulagement. Il y a cette idée que je ne sais pas comment j'ai réussi à pondre, si j'ose dire, cette thèse, mais j'en suis très fier. Alors, pas assez pour l'avoir relue, mais j'en suis fier. Et surtout, non, je n'ai pas de blues. Je suis très content de l'avoir fini et de passer à une autre étape de ma vie, si je peux dire. Bon, pas complètement, puisqu'elle reste, elle trône encore sur le bureau. Donc, on va Oui, oui, voir au fur et à mesure l'éloignement. D'abord, elle sera dans l'étagère blanche derrière vous, et puis après, peut-être dans un placard, puis peut-être dans une cave. On verra un peu l'éloignement spatial. tout à fait. Alors, vous en avez déjà beaucoup parlé. Vous avez dit prendre des cafés avec des compagnons de galère, hein, je reprends votre expression. Euh, et puis, vous avez abordé d'autres choses. Mais globalement, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Alors, je vais redire ce que j'ai dit, que je ne suis peut-être pas le mieux placé parce que j'ai peu de recul, mais alors, et je vais rebondir du coup effectivement sur la question précédente. Ce qui a été dur, et donc du coup, ça va être le conseil que je vais donner, c'est que moi j'ai vraiment l'impression de ne jamais avoir trouvé de véritables méthodes de travail infaillibles, où j'ai jamais vraiment trouvé un rythme de croisière. C'est-à-dire que la thèse n'a pas été du tout, du tout, du tout un parcours de santé. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu une thèse faite de chaos au sens chaoté, hein, de soubresaut, avec des moments vraiment d'agacement profond. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vraiment réussi à planifier mes échéances, à planifier mon travail. Je n'ai jamais vraiment eu de plan jusqu'à la toute fin. J'ai jamais utilisé des logiciels bibliographiques comme on me le conseillait. C'est-à-dire, j'ai jamais fait ce qu'on m'avait conseillé de faire. Donc, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter les conseils de ceux qui nous ont précédés, loin s'en faut, mais qu'il faut en fait, voilà, se faire confiance. Je sais que c'est un peu une tournure creuse, ça fait un peu coach de développement personnel, mais il faut se faire confiance et disons, accepter de travailler à son propre rythme et à sa propre manière. Ce que je veux dire, c'est que je rencontrais souvent des docteurs qui me disaient, pas du tout ma directrice, hein, pas du tout, mais d'autres gens, d'autres docteurs qui me disaient il faut absolument qu'en 2e année, tu aies écrit ça, qu'en 3e année, en mars ou en octobre, tu aies fait ceci, cela. Alors moi, ça me tétanisait et c'est des choses que je n'ai absolument pas respectées. Donc malgré tout, quelques conseils, des choses qui ont été très utiles pour moi, c'est, et je sais que certains disent totalement l'opposé, donc bon, chacun prendra ce qu'il peut prendre de ces conseils différents et parfois divergents. Moi, j'ai écrit tout de suite, dès le début. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, j'ai écrit. Alors évidemment, des pages qui ont été reprises, parfois pas hein, d'ailleurs, soyons honnêtes, mais des pages qui n'étaient pas définitives, bien sûr. Mais disons qu'en écrivant, j'ai vraiment compris ce qui n'allait pas, ce que j'ignorais, ce que je méconnaissais, ce qu'il fallait creuser, étayer, d'une part. Et surtout, je suis de naturel assez anxieux, et du coup, ça m'a évité
cette espèce de rédaction frénétique en toute fin de thèse. Ça m'a évité des nuits blanches, ça m'a évité d'écrire vraiment dans la précipitation. Donc moi, j'ai vraiment écrit dès le tout début, au bout de 6 mois, j'ai écrit. Donc ça, c'est une chose importante. Autre chose également, peut-être ne pas s'obséder comme je l'ai fait avec la bibliographie. Donc oui, lire, évidemment, c'est important, c'est absolument fondamental, mais pas s'enfermer dans la bibliographie et dans l'obsession de tout lire. Voilà, il faut trouver encore une fois un juste équilibre. Et une dernière chose très importante, parce que évidemment, je n'insiste pas sur les choses évidentes, c'est-à-dire qu'il faut choisir un sujet qui nous plaît, qui nous plaise. C'est évident, donc je ne le dis pas, il faut vraiment choisir, travailler sur quelque chose qui nous plaît, oui. Mais une chose que j'aurais aimé qu'on me dise davantage, c'est à quel point faire une thèse, ça peut être désagréable. À quel point il peut y avoir des moments de désarroi, même en tout cas pour ce qui me concerne, des moments même de rejet de mon propre sujet, des moments de rejet de l'université dans son ensemble. Voilà, parce qu'en fait, je rencontrais en général des doctorants qui étaient souvent très angoissés, parfois même à bout de nerfs, et des docteurs qui me disaient à quel point faire une thèse ça avait été merveilleux, à quel point ça avait été les plus belles années de leur vie. Donc disons que, pas tous, mais certains. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut accepter que faire une thèse, ça peut être très désagréable, qu'il y a évidemment des beaux moments, c'est évident, mais il y a aussi des moments de ras-le-bol profond. Voilà, donc je pense qu'il faut le dire et c'est pas insurmontable. Et autre chose, une dernière chose, il faut faire autre chose justement. Je sais pas moi, des balades en forêt, faire des gâteaux, jouer au ballon, peu importe. Mais il faut faire autre chose pour s'aérer. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil. Alors, je vais revenir sur le premier que je trouve intéressant, l'idée d'écrire dès le début. Alors, ces choses que vous écriviez, je suppose que ça vous permettait de mettre vos idées au clair, de les tester, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont besoin de mettre sur le papier pour trouver le plan, trouver la structure du raisonnement. Mais alors, c'était des choses, c'était le début, c'était le milieu, c'était quelque chose qui est devenu le petit b du grand C, du grand 3. C'est quoi? C'est des petits îlots comme ça de pensée qui viennent sur le papier ou il y a un ordre? C'est ça, ce sont des petits îlots. Et de fait, j'aurais dû le dire, pour ce qui est de la méthode, je n'ai jamais écrit la thèse de façon linéaire, c'est-à-dire de A à Z ou dans l'ordre d'enchaînement des chapitres. J'ai toujours fait quelque chose de très structuré, hein, je suis assez précis, mais j'ai toujours écrit d'abord le chapitre 11, le chapitre 3, enfin, comme ça me venait. Et donc, les pages que j'ai écrites dès le début, c'était effectivement ensuite des choses qui ont pris place au sein de la thèse, mais à différents endroits de la thèse, des petits îlots, comme vous avez dit, mais que j'ai vraiment, qui se trouvent dans la thèse, qui ont été réécrits, qui ont été amendés, améliorés, enrichis bien sûr, mais qui se trouvent dans la thèse. Mais pas, évidemment, c'est pas l'introduction, je ne me suis pas lancé dans l'introduction. Mais disons, c'est que je me doutais que si j'arrivais en troisième, quatrième année, et que je m'étais dit, bon voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans, 4 ans, parce que j'ai fait la thèse en 5 ans, et là, voilà, il faut que j'écrive. Je savais que ça ne marcherait pas. En tout cas, pour moi, ça ne marcherait pas. J'avais besoin d'avoir déjà des pages écrites, un support, quelque chose. Ça me rassurait déjà. De ce point de vue-là, ça me rassurait. Et évidemment, c'était un peu, non pas chaotique, mais parfois un peu désordonné, disons. Voilà, parce que j'allais vous dire, après, une fois que vous vous retrouvez avec disons, une vingtaine ou trentaine de petits îlots, vous avez dû avoir quand même un moment de grande angoisse en vous disant, ne serait-ce qu'en termes de fichiers, c'est-à-dire comment spatialement dans votre ordi, ça se concrétise cette chose. Il y a le îlot 1, fichier qui s'appelle îlot 1, îlot 2, îlot 3, îlot 4, îlot 5, îlot 6, où vous avez imprimé, il y avait des feuilles par terre comme pour Rayuela de Cortázar, il y avait des feuilles par terre, puis un jour vous vous êtes dit, bon, bah, ça fera le chapitre 1, le chapitre 2. Là, je sais, moi aussi, je rentre dans la technique, mais j'adore les détails. Donc, Alors, concrètement, c'était comment vos petits îlots dans votre ordi? c'est un peu tout ça, c'est un peu comme Marel de Cortázar. Effectivement, j'ai imprimé des îlots. Alors, c'était pas je mettais des mots-clés, je sais pas moi, scène érotique, lexique alimentaire, enfin, des choses parfois très précises, voyeurisme, des choses comme ça. Effectivement, donc aussi bien dans mon ordinateur, il y avait des sortes d'arborescence et tout un tas de fichiers. Mais effectivement, hein, la contrepartie, c'est que lorsqu'on se replonge là-dedans, il faut 2 jours pour arriver à se rappeler ce qu'on a écrit. Enfin, c'est ce que je vous dis. Enfin, je n'ai pas trouvé en 5 ans vraiment de méthode de travail. Moi, j'admirais les gens qui, à la fin de la première année, avaient un plan, à la fin de la deuxième année, avaient un plan plus nourri, et en troisième année, écrivaient en partant de l'introduction jusqu'à la conclusion. Je me dis que c'est une tournure d'esprit, et moi, je n'ai pas du tout cette tournure d'esprit. Et je suis très carré, mais je ne pouvais pas écrire de façon linéaire. Donc, effectivement, ça a été parfois un joyeux bazar, je dois le dire, avec des feuilles éparses, avec des paragraphes épars, qu'ensuite, effectivement, j'ai dû
recoudre, où j'ai dû effectivement unifier l'ensemble. Donc, il y a eu un gros travail d'unification pour qu'on puisse lire de façon à peu près fluide cette thèse, et alors qu'il y a des choses qui avaient été écrites en première année et des choses qui ont été écrites en cinquième année, qu'évidemment, le style, la forme avaient varié. Voilà. Oui, là, l'avantage, c'est que c'est un peu comme les essais de Montaigne. Vous aviez les différentes couches en fonction des moments où vous raccrochez les bidons. Bon. La question, après, j'entre dans le détail du détail, c'est de savoir si vous avez des îlots qui sont restés à sec ou si tout le monde a réussi à rejoindre le continent et trouver sa place dans le puzzle, quoi. Non, il y a effectivement des îlots qui sont restés pour l'instant terre vierge, qui ont fait naufrage, si je reprends la métaphore, et qui n'ont pas pris place dans la thèse. Et j'en ferai peut-être quelque chose un jour, qui sait. C'est ce que j'allais vous dire, ça peut donner la matière d'articles ultérieurs. Et alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse, ou le cas échéant, si ça ne fait pas une unité de raisonnement, vous pouvez lire les 2 ou 3 premières et nous en faire un commentaire, une espèce de rétro-lecture à 2 mois plus tard. Alors, donc, j'ai ouvert donc, sur la première page, j'ai sauté évidemment les remerciements et l'index, hein, bien sûr. Donc, après le cycle troyen, le cycle autour de Charlemagne, celui autour de Guillaume d'Orange, il fallait au moins notre vieille maquerelle de Célestina pour que la littérature prenne le contre-pied de cette veine idéalisante et se dote d'un cycle des bas-fonds, 2 points, le cycle célestinesque. On voit déjà pourquoi on ne relit pas la thèse, parce qu'effectivement, si je devais écrire cette phrase, même à 2 mois d'intervalle, je l'écrirais différemment. Bon, c'est une phrase assez claire, en tout cas, qui cible son objet, donc le cycle célestinesque. Et on voit quand même une chose qui me tient à cœur, et je l'ai répété plusieurs fois dans cet entretien, c'est qu'il y a d'emblée la volonté de comparer le cycle célestinesque, de le mettre en regard d'autres manifestations littéraires, de le replacer aussi bien en diachronie qu'en synchronie, tout au long de la thèse, donc de le replacer dans le paysage, disons, littéraire de son temps, oui, de son temps, disons. Ou là, en l'occurrence, en diachronie, mais de replacer, d'avoir cette approche comparatiste. Voilà ce qui m'évoque cette première phrase Et moi, aujourd'hui. je retiens, parce que c'est la 2e fois que vous le dites, le possessif. Vous avez dit mes continuations, notre, là, c'est le notre que vous avez utilisé. Donc, on voit que vous êtes encore complètement en immersion, c'est votre auteur, votre corpus. Et ça traduit, je pense, la passion. On voit bien que vous êtes un chercheur passionné, que votre sujet est presque une obsession. Et justement, alors, sur quoi travaillez-vous maintenant, à part à la rédaction, la préparation d'un livre à partir de votre thèse? Est-ce que vous avez des projets qui, alors non pas vous sortirez, parce que moi, enfin, c'est pareil, quand j'ai fini ma thèse, on m'a dit, mais enfin, tu vas enfin travailler sur autre chose que Garcia Marquez. Bon, comme si c'était un défaut de travailler sur son sujet. Bon, mais est-ce que vous avez des projets d'autres types de corpus ou d'autres approches méthodologiques sur le même corpus? Ou est-ce que là, vous êtes dans une phase d'endormissement en vous disant, je me retape un peu intellectuellement et physiquement avant d'attaquer autre chose? C'est vrai qu'il faut un peu de temps, hein, pour se remettre en selle, mais en tout cas, les recherches que je mène actuellement ou que je vais mener dans un futur plus ou moins proche, c'est justement une continuation, pour reprendre le terme, une continuation de mes réflexions de thèse. Mais avec effectivement un corpus élargi, c'est-à-dire que je voudrais toujours m'intéresser à la descendance de la Célestine, mais plus forcément ou plus seulement la descendance directe, c'est-à-dire les continuations, mais toutes ces œuvres qui s'inscrivent en fait dans le sillage de la Célestine, mais qui s'inscrivent dans le sillage de façon plus flexible ou moins contraignante, c'est-à-dire des œuvres qui imitent la Célestine. Et évidemment, l'imitation est une imitation qui est beaucoup moins stricte et contrainte que la continuation. Donc toutes les œuvres qui imitent la Célestine au XVIe siècle, au XVIIe siècle et au-delà. C'est-à-dire que j'aimerais avoir cette double casquette, c'est-à-dire continuer à travailler sous la littérature espagnole classique, toujours, vraiment, et ne pas délaisser, si je veux dire, ce champ d'études, mais également travailler sur la réception, sa réception. Et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, mais c'est un projet plus ambitieux et donc plus long, plus large, j'aimerais en fait, puisque j'ai constitué un glossaire, j'aimerais en fait élargir le corpus qui m'a servi à façonner ce glossaire, y intégrer la littérature espagnole et italienne, parce qu'il y a des convergences et des points de contact très importants, et toute cette littérature donc, du XVIe siècle essentiellement, qui met en scène tout cet inframonde du proxénétisme, de l'entremise sexuelle.
Et pour aboutir en fait à terme à un dictionnaire de l'érotisme, alors probablement un outil lexicographique à plusieurs mains, hein, parce que c'est un vrai travail conséquent. Et en fait, donc voilà, aboutir à un dictionnaire, un outil lexicographique qui dépasse en fait effectivement les intérêts proprement célestinesques. C'est une chose vraiment qui me plairait beaucoup parce que c'est un outil qu'on n'a pas, disons, dans la littérature espagnole classique. On a très peu, on a quelques index, quelques glossaires, mais on n'a pas d'outils Systématique. euh, systématiques, effectivement. Voilà. Et alors, pour ce qui est de, est-ce que ça vous intéresse, vous a intéressé le volet de la traduction de ces textes, de vos textes, pardon? De mes textes, effectivement, c'est qu'il y a vraiment ce possessif, il y a presque quelque chose de charnel, et comme je travaille sur l'érotisme, peut-être qu'il y aurait des choses à dire. Oui, c'est une chose qui m'intéresse aussi. Effectivement, d'autant plus que, alors je ne parle pas de la Célestine, bien sûr, qui a été traduite dès le début, dans toutes les langues, même en latin et en hébreu, dès le XVIe siècle, mais les continuations n'ont absolument jamais été traduites dans aucune langue, et donc pas en français non plus. Effectivement, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. J'aimerais beaucoup traduire ou en tout cas traduire, ou oui, traduire, peut-être pas dans son entier, ce sont quand même des textes qui sont longs, qui sont volumineux, qui sont assez complexes, mais traduire des parties, ou je sais pas, traduire des parties mises en regard de la Célestine, oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Je pense que là aussi, ce serait peut-être un travail collectif ou à plusieurs mains, et on resterait dans l'idée de plusieurs mains, de plusieurs personnes qui font quelque chose. Et puis, ça peut être intéressant de voir les différentes traductions de la Célestine pour voir l'approche qui était faite du langage érotique, pour savoir si ça allait du côté d'une équation ou d'une édulcoration, ou au contraire un renforcement. C'est comme la traduction de l'argot entre le français et l'espagnol, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, puisque c'est la partie lexique qui vous a intéressé en premier et qui fait le début de votre thèse, je pense que d'un point de vue de la traduction, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne en français et en italien, par exemple. Oui, alors de fait, pour ce qui est de la Célestine, j'ai consacré quelques pages à la traduction effectivement des passages donc ciblés, hein, érotiques ou des expressions érotiques et effectivement euh, en tendance. Alors je me suis intéressé aux traductions anglaises, italiennes, françaises essentiellement. Effectivement, on a une tendance à aseptiser ces passages, ces passages. Pas toujours, hein, mais souvent, disons, tendance. Il y a plusieurs traductions, mais à l'époque, au XVIe siècle, où on n'avait pas encore cette chose-là de la fidélité, on n'était pas encore à cette époque. Enfin, on était encore à cette chose de ces fameuses belles infidèles, voilà. Et on a vraiment des traductions qui aseptisent ou qui édulcorent, comme vous avez dit, ces passages à forte teneur érotique. Mais effectivement, il y a un travail à mener, une réflexion à mener autour de cela. Ben voilà, ça reste à faire. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment Merci à très, vous. très, très intéressant. Je n'en doutais pas en vous sollicitant. Et donc, je me félicite Je suis très contente de ce moment que nous avons passé ensemble. Je suis ravi d'avoir participé à cette série d'entretiens, comme je l'ai dit pour commencer. Merci, merci beaucoup.